Je venais de finir mon café et j'ai regardé ma montre. La journée avait été très longue et j'étais impatient d'en finir. J'avais passé 3 heures à témoigner et à répondre à des questions avant qu'on ne me mette dans cette minuscule pièce, avec pour seule compagnie une télévision et mes propres pensées. On m'avait demandé d'attendre ici jusqu'à nouvel ordre, mais c'était il y a plus de 2 heures. Sûrement, pensais-je, le conseil aurait dû parvenir à une conclusion à cette heure-ci. Soudain, la porte s'est ouverte et mon représentant légal, David Walsh, est entré dans la pièce. Le conseil vient d'ajourner la séance pour la journée, Monsieur Brennan, dit-il. C'est moi, au fait. Marcus Brennan, Marc pour mes amis et ma famille. Je suis un officier de sécurité principal chez Meridian Shipping Lines, l'une des plus grandes compagnies de transport de marchandises commerciales opérant depuis la côte du Golfe. Ils vous veulent de retour à 8 heures demain, vous feriez donc mieux de retourner à vos quartiers, dit Walsh. Et rappelez-vous, ne socialisez avec aucun des autres témoins dans cette affaire, surtout pas avec votre femme. Vous voulez dire ma future ex-femme, n'est-ce pas, monsieur, demandai-je. Il hocha la tête. Oui, c'est bien ça, dit-il. Allons, monsieur Brennan. Sortez d'ici et ne vous attirez pas d'ennui. Oui, monsieur, dis-je en me levant. J'ai étiré mes jambes, saisi ma mallette et me suis dirigé vers la porte. Je suis monté dans ma voiture de location et suis retourné au logement de l'entreprise près du port. Une fois dans ma chambre, j'ai enlevé ma veste de costume, pris un hamburger congelé dans le congélateur et l'ai mis au micro-ondes. Pendant qu'il cuisait, j'ai sorti une bière du réfrigérateur et ai fait sauter le bouchon. Quand mon hamburger fut prêt, je l'ai sorti et l'ai mangé en 3 grandes bouchées, en essayant de ne pas prêter attention au goût. C'était bon pour un repas rapide, mais un piètre substitut à un vrai repas. Je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai allumé la télévision pour me tenir au courant des dernières nouvelles. Rien n'a retenu mon attention, alors je me suis adossé à ma chaise et j'ai repensé aux derniers mois. Jusqu'à récemment, j'étais l'officier de sécurité en chef sur le MV Atlantic Endeavour, le porte-conteneur le plus récent, le plus grand et le plus avancé de Meridian. Nommé d'après l'esprit de l'exploration maritime américaine, l'Endeavour était considéré comme l'un des navires de charge les plus sophistiqués à flot. Il transportait un équipage de 25 officiers et membres d'équipage et était propulsé par un énorme système de propulsion diesel électrique. L'Endeavour pouvait atteindre Singapour depuis la Nouvelle-Orléans en moins de 50 jours via le canal de Panama. Outre les protocoles de sécurité maritime standards, l'Endeavour disposait d'une capacité défensive complète pour se protéger contre les menaces de piraterie moderne. En plus des communications sécurisées et du suivi par satellite, il était équipé de dispositifs acoustiques à longue portée, de canons à eau et de plusieurs armes à feu défensives autorisées. En bref, c'était un navire impressionnant et j'étais responsable de toutes les opérations de sécurité. Pourquoi toute cette sécurité, vous demanderez-vous? Il y a environ 15 ans, l'un des navires de notre société sœur a été attaqué par des pirates somaliens dans l'océan Indien. Malheureusement, le navire avait des défenses minimales. Plusieurs membres d'équipage ont été retenus en otage pendant des mois avant d'être libérés. Nous avons failli avoir un incident international à cause de cela. L'industrie du transport maritime a décidé qu'à partir de maintenant, chaque navire de grande valeur de sa flotte serait équipé de mesures de sécurité adéquates et de personnel de sécurité formé. Recevoir l'ordre de servir sur l'Endeavour pour son voyage commercial inaugural à Singapour fut d'autant plus gratifiant que ma femme depuis 5 ans, Claire Holloway, comme elle aimait être appelée professionnellement, avait également été affectée au même navire. Contrairement à moi, cependant, elle servirait comme chef de la navigation du navire. Au début, j'étais plus qu'excité à l'idée que nous servirions ensemble sur le tout nouveau navire de la flotte. C'était la première fois que nous étions tous les deux affectés au même navire en même temps. Nous étions des amoureux de lycée qui avions juré de nous être exclusifs peu après nos 18 ans. Nous voulions tous les deux travailler en mer et avons postulé à l'Académie maritime lors de notre dernière année de lycée. Nous avons tous les deux été acceptés et nous nous sommes fiancés juste après le lycée, prévoyant de nous marier après avoir obtenu notre diplôme de l'Académie. Elle a réalisé son souhait et est devenue officier de navigation. Je ne suis pas devenu officier de pont et j'ai été affecté aux opérations et à la sécurité. J'ai été découragé au début, mais plus je me suis plongé dans les systèmes de sécurité et la gestion de crise, plus cela m'a plu. Après avoir obtenu notre diplôme de l'Académie, nous nous sommes mariés, chacun dans notre uniforme de cérémonie. Nous avons été affectés à la même entreprise, mais malheureusement nos affectations nous séparaient souvent. C'est difficile quand un conjoint est constamment en mer pendant environ 2 mois.
Mais c'est encore pire quand les deux font la même chose. Parfois, elle partait en voyage pendant 2 mois, me laissant attendre à la maison. D'autres fois, c'était moi qui partais en mission. Il y a eu des fois où nous sommes partis tous les deux en même temps, mais sur des navires différents. Inutile de dire que nous ne passions pas beaucoup de temps ensemble, alors nous profitions au maximum du temps que nous avions. Ne vous méprenez pas, je ne restais pas assis à la maison à ne rien faire pendant son absence. Je me suis intéressé à un type d'entraînement assez nouveau appelé combat maritime en espace confiné, conçu spécifiquement pour les situations de sécurité à bord des navires. J'avais pratiqué les arts martiaux au lycée et j'ai été immédiatement attiré par cela. Cela exigeait de la force, une pensée tactique et la connaissance de la manière de gérer les menaces dans des espaces confinés. Pendant tout ce temps, je n'ai même jamais envisagé la possibilité que Claire puisse me tromper. J'ai toujours cru qu'elle ferait ce qu'il fallait, donc je ne m'en suis jamais inquiété. Bien que j'aie été parfois tenté, j'avais décidé que je ne tromperais jamais la femme que j'aimais. Ainsi, l'idée qu'elle puisse voir quelqu'un dans mon dos ne m'a même jamais traversé l'esprit. Je me suis souvenu de la façon dont nous fantasmions sur notre avenir ensemble. Peut-être acheter une maison près de la côte, fonder une famille une fois que nous aurions économisé suffisamment d'argent. Nous avons toujours dit que si l'occasion de travailler ensemble se présentait, nous la saisirions sans hésiter. Alors naturellement, quand nous avons tous les deux reçu nos ordres de servir sur l'Endeavour, ce fut comme un rêve devenu réalité pour nous deux. Malheureusement, ce rêve s'est transformé en un cauchemar dont il n'y avait pas d'échappatoire. Mes pensées sont revenues au jour de mon départ. Revêtant mon uniforme de travail et mon équipement de sécurité, je n'ai rien dit en montant à bord du transport de l'équipage qui nous emmènerait, moi et 20 autres, au quai où l'Endeavour était amarré. En tant que chef de la navigation, Claire est montée à bord avec le premier groupe, arrivé un peu plus de 3 heures auparavant. J'étais dans le 3e groupe à arriver ce jour-là. 2 autres groupes suivraient. Assis à côté de moi se trouvait le premier officier de l'Endeavour, Derek Stone, ou Stone comme tout le monde l'appelait en raison de sa présence imposante et de son comportement général. Je connaissais Stone de l'Académie maritime. Il y avait été instructeur quand Claire et moi étions à l'école, et à l'époque, c'était un dur à cuire qui ne tolérait aucune bêtise. Il s'attendait à ce que les étudiants donnent 110% et ne se contenteraient de rien de moins. Il était aussi le conseiller pédagogique de Claire à l'époque. J'ai assisté à quelques-uns de ses cours, mais à part ça, j'avais peu de contact avec lui. Alors, Brennan, impatient de servir enfin avec votre femme, demanda Stone. Oui, monsieur. En effet, dis-je. Eh bien, cela restera dans l'histoire de la compagnie, dit-il. J'entends dire que nous allons plus loin que la plupart de ces nouveaux navires pour leur voyage inaugural, Singapour, et retour en moins de 100 jours. Je le lui avais dit. Ce sera un voyage très intéressant, dit-il. J'entendais les moteurs gronder alors que nous approchions de l'énorme navire. Bientôt nous étions à couple et je pouvais voir les membres d'équipage déjà au travail sur le pont. Stone savait que nous allions bientôt embarquer, tout comme tous les autres dans le transport. Nous étions tous des vétérans du travail maritime, donc ce n'était rien de nouveau pour nous. Stone a regardé autour de lui pour s'assurer que tout le monde était prêt. Très bien, tout le monde. Dites adieu à la terre ferme pour les prochains mois. Faites avec, dit-il avant de se rasseoir. Nous avons rassemblé notre équipement et nous nous sommes préparés à embarquer. J'ai ressenti l'excitation familière alors que nous montions la coupée. Levant les yeux, je pouvais voir la passerelle et les énormes conteneurs déjà chargés sur le pont. Je ne me lassais jamais de voir ces navires. Leur immense échelle m'impressionnait toujours. Une demi-heure plus tard, nous étions à bord et dirigés vers nos postes. Je savais déjà où se trouvait notre cabine. D'après les documents d'orientation. La première chose que j'ai faite a donc été de m'y rendre, espérant voir Claire. Malheureusement, elle n'était pas là. Mais je pouvais dire qu'elle était déjà installée car ses affaires occupaient la moitié de l'espace de notre minuscule plaque. ARD. J'ai rangé mon équipement, enlevé ma lourde veste de travail et mis ma chemise d'uniforme. Prenant ma casquette, je suis allé à la passerelle pour prendre ma place à la console de sécurité. J'avais beaucoup de travail à faire avant notre départ. Quand je suis arrivé, la passerelle grouillait d'activité. Claire travaillait sur la liste de contrôle avant le départ, je l'ai donc laissée tranquille. J'ai démarré la console et effectué les vérifications du système, puis j'ai imprimé la liste d'inventaire de sécurité. Je me suis ensuite dirigé vers le casier sécurisé des armes, j'ai vérifié physiquement les numéros de série sur la liste et je me suis assuré que les verrous étaient en place.
J'ai ensuite inspecté chacun des postes de sécurité et vérifié qu'ils étaient verrouillés et prêts à être utilisés immédiatement. Je suis ensuite retourné à la passerelle pour rendre compte au capitaine de mon inventaire. J'ai dû attendre que le médecin du navire finisse son rapport avant de pouvoir soumettre mon inventaire, mais cela ne me posait pas de problème. Quand le médecin est parti, le capitaine m'a regardé. Je l'ai reconnu immédiatement. « Capitaine Robert Garrett », ai-je dit, en lui tendant ma feuille d'inventaire. Si je me souviens bien, nous avons servi ensemble sur le Gulf Horizon. Oui, monsieur, nous l'avons fait, ai-je dit. Il a signé l'inventaire, et nous avons vérifié nos numéros de clés. Seules 3 personnes avaient les clés du casier des armes, moi, le capitaine et le second. 2 de ces 3 clés étaient nécessaires pour accéder aux armes à feu. C'est bien de vous avoir avec nous, Brennan, dit-il. Je crois comprendre que vous et notre officier-chef de navigation êtes mariés. Claire s'est retournée et a souri en entendant cela. Oui, monsieur, c'est le cas, lui ai-je dit. Bien, dit Garrett. Cela contribuera à rendre le voyage plus excitant pour vous. Oui, monsieur. Je l'espère, dis-je en regardant Claire. Elle m'a adressé un sourire chaleureux puis est retournée à son travail. À ce moment-là, Stone avait atteint la passerelle et se déplaçait, vérifiant que tout était en place. Stone m'a lancé un regard qui aurait pu geler le golfe, et j'ai pris cela comme un signe qu'il était temps de retourner à mon poste. Je ferais mieux de retourner à mon poste, monsieur, dis-je. Garrett a hoché la tête et s'est tourné vers la personne suivante, exigeant son attention. Je suis retourné à mon poste et j'ai vérifié que toutes les vérifications du système avaient été effectuées. De mon point de vue, tout était verrouillé et en parfait ordre. Je savais, de par mon expérience sur le Gulf Horizon, que le capitaine Garrett aimait effectuer des exercices de sécurité et des tests système impromptus de temps à autre. Il était donc important que je sois prêt à réagir à tout moment. Finalement, Garrett a commencé une vérification avant le départ de chaque poste tandis que nous nous préparions tous au départ. Opération, a-t-il appelé. Tous les systèmes sont prêts pour le départ, a répondu Jennifer Morrison, l'officier des opérations et ma supérieure immédiate. Ingénierie, a appelé Garrett. Tous les systèmes sont normaux et dans les paramètres normaux. Procédez au départ, monsieur, a dit l'ingénieur en chef, Kevin Palmer. Sécurité, a dit Garrett. Tous les systèmes vérifiés et verrouillés, monsieur. Tout l'équipement défensif est recensé, ai-je dit. Communication, a poursuivi Garrett. 5 sur 5, monsieur, a dit l'officier supérieur des communications Rachel Bennett. Navigation, cap tracé et verrouillé. Monsieur, l'heure d'arrivée estimée au canal de Panama est de 440 heures, a signalé l'officier en chef de navigation, Tyler Cross, dont la console était à côté de celle de Claire à l'avant de la passerelle. Numéro 1. Tout le personnel est en place et recensé. Monsieur, toutes les stations signalent être prêtes pour le départ, a rapporté Stone depuis son poste juste derrière et à gauche de Garrett. Garrett a hoché la tête et a appuyé sur un bouton de la console devant lui. Contrôle portuaire, ici le MV Atlantic Endeavour, demandons l'autorisation de départ. Autorisation de départ accordée. Endeavour, à vous la vitesse, est venue une voix du haut-parleur de communication au-dessus. Garrett a hoché la tête et a appuyé à nouveau sur le bouton de la console. Bien reçu, contrôle portuaire, a-t-il dit. Il a appuyé sur un autre bouton et a parlé à nouveau. Doc, commandant, ici l'Endeavour. L'autorisation de départ a été reçue. Déconnectez toutes les amarres. Bien reçu. Endeavour, les amarres se déconnectent. Nous avons entendu quelques bruits secs et avons réalisé que c'étaient les amarres qui se rétractaient. À partir de ce moment-là, nous étions autonomes. Quelques instants plus tard, nous avons entendu la confirmation que toutes les amarres étaient entièrement déconnectées et que le navire pouvait avancer. Démarrer les moteurs, a ordonné Garrett. Les moteurs tournent, a dit Palmer depuis l'ingénierie. Faites-nous sortir, barreur. Doucement. Ne rayez pas la peinture, a dit Garrett avec un sourire. Oui, monsieur, a dit Claire, ajustant les commandes. Le navire a lentement commencé à avancer et j'ai pu voir le quai s'éloigner. Je savais qu'à ce stade, nous n'opérions qu'avec les propulseurs de manœuvre. Les moteurs principaux s'engageraient une fois que nous aurions dégagé le port. Bientôt, nous étions loin du quai et nous nous dirigions vers le large. Hors du port, a dit Claire, prête à engager les moteurs principaux sur votre ordre.
1 heure plus tard, le navigateur a parlé. « Capitaine, nous approchons des eaux libres. Le chenal est clair. » Cela signifiait que le radar avant n'avait détecté aucun trafic ou obstacle sur notre chemin qui pourrait interférer avec le navire. « Bien reçu, » a dit Garrett. « Ingénierie, moteurs principaux prêts. »« Moteur chauffé est prêt, monsieur », a dit Palmer. Garrett a appuyé sur un bouton de sa console. Tout le monde. Ici le capitaine. Préparez-vous à l'engagement des moteurs principaux. Nous avons tous regardé le compte à rebours sur nos consoles et nous nous sommes préparés. Lorsque le compte à rebours a atteint 0, Garrett a parlé à nouveau. Allumez-les, barreur. Voyons ce que cette fille peut faire. Les mains de Claire se sont déplacées en douceur sur la console alors qu'elle répondait. Engagement des moteurs principaux. Oui, monsieur, a-t-elle dit. Elle a avancé les commandes d'accélérateur, et nous avons tous ressenti la vibration initiale alors que les moteurs diesel électriques atteignaient leur pleine puissance. Nous avons entendu un bourdonnement profond alors que les moteurs augmentaient de vitesse, et j'ai ressenti une poussée de fierté en voyant le navire réagir. J'ai regardé Claire, ressentant une admiration pour la façon dont elle se débrouillait et gérait cet énorme navire. Elle m'a regardé en retour et j'ai souri et lui ai fait un pouce levé. Elle a souri en retour, jetant un coup d'œil à Stone. J'ai cru voir quelque chose dans son expression. Était-ce de l'irritation? Mais je suis retourné à ma console. Environ 1 heure plus tard, j'ai eu mon premier indice que tout n'allait pas bien se passer pendant ce voyage lorsque Stone a affiché l'horaire de quart sur la passerelle. Je n'ai pas été surpris qu'il affiche l'horaire. Habituellement, c'était le second qui s'en chargeait, mais j'ai été surpris de voir que j'avais été mis sur le deuxième quart. Il faut savoir qu'il n'y a pas de nuit ou de jour en mer au sens traditionnel du terme. Nos chronomètres, comme sur tous les autres navires de la compagnie, sont synchronisés avec l'heure du port d'attache de Houston. Quand la nuit tombe à Houston, les lumières du navire sont considérablement tamisées pour donner à l'équipage le sentiment que la nuit est tombée. Cela se produit généralement pendant le deuxième quart. Les officiers de passerelle de la compagnie travaillent généralement par rotation de quart de 4 heures avec 6 quarts par jour. Ainsi, il y a généralement 3 équipes de quarts qui se relaient tout au long de la journée. La compagnie a une longue tradition de placer les officiers de passerelle supérieurs sur le premier quart et les officiers moins expérimentés et de rang inférieur sur les quarts suivants. Cela n'est pas consigné de manière officielle, et le second a une certaine marge de manœuvre en la matière, mais cela m'a quand même fait mal de voir Stone me placer sur une rotation de quart différente de celle de Claire. Cela signifiait que Claire et moi n'aurions presque pas de temps de chevauchement puisqu'elle travaillerait le premier quart. Si j'avais de la chance, nous pourrions nous voir quelques minutes pendant les changements de quart. Dire que j'étais contrarié était un euphémisme et Stone le savait. Y a-t-il un problème d'horaire, monsieur Brennan? J'ai entendu Stone demander. J'ai levé les yeux et l'ai vu devant ma console. À ce moment-là, Jennifer s'était approchée de moi. Apparemment, elle avait vu l'horaire aussi et était aussi intéressée que moi d'entendre son explication. Suis-je toujours l'officier supérieur de sécurité, monsieur, ai-je demandé. Bien sûr, oui, a dit Stone. Alors pourquoi suis-je sur le deuxième quart? Parce qu'à mon avis, c'est la meilleure place pour vous, a-t-il dit, sa voix commençant à attirer l'attention. Écoutez, monsieur Brennan, si vous avez un problème d'horaire, réglez-le avec le capitaine par mon intermédiaire. À ce moment-là, Garrett s'était approché de ma console. Y a-t-il un problème, messieurs, a-t-il demandé. Monsieur Brennan ne semble pas aimer l'horaire de quart, monsieur, a dit Stone. Garrett regarda le programme et fronça les sourcils en le lisant. Je comprends ce qu'il a pu ressentir. Premièrement, dit Garrett. C'est très inhabituel. N'êtes-vous pas d'accord? Oui, monsieur. Dans des circonstances normales, je le ferai. Stone déclara, je crois simplement que les connaissances et l'expérience de monsieur Brennan sont mieux utilisées au second quart et je crois que cela nous donnera l'occasion de former d'autres agents de sécurité. De leur donner de l'expérience sur la passerelle pendant le premier quart. Mon détecteur de bobard s'est déclenché à cet instant précis. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il disait. Est-ce la seule raison, monsieur Stone, ou y a-t-il autre chose, demanda Garrett. Apparemment, lui non plus n'y croyait pas. Si je puis me permettre, monsieur, je vais parler librement, dit Stone doucement. Toujours. Premièrement, dit Garrett. Je n'ai jamais été un grand fan des conjoints travaillant sur le même navire, surtout dans des quartiers aussi exigus.
Je ne veux pas que l'un ou l'autre soit distrait de ses fonctions. C'est ce que je pensais. Garrett dit, je comprends ce que vous ressentez, mais je ne vais pas laisser cette affectation nuire à leur morale. Assurez-vous qu'ils passent du temps ensemble. Vous m'entendez? Oui, monsieur, dit Stone. Garrett me regarda avant de parler. Pouvez-vous faire cela, monsieur Brennan, demanda-t-il. Oui, monsieur, dis-je. Il hocha la tête. Bien. Continuez, vous tous, dit-il avant de s'éloigner. Stone me fixa un instant, puis un sourire narquois apparut sur son visage. Ne t'inquiète pas, Brennan. Je garderai un œil sur ta femme, dit-il avant de s'éloigner. Je regardai Jennifer et m'apprêtais à dire quelque chose, mais elle posa son doigt sur ses lèvres. Ne dis rien, Mark, dit-elle doucement. On en parlera plus tard. Vas-y. J'appellerai Jackson pour te relever. Oui, madame, dis-je doucement. Je jetai un coup d'œil à Claire et remarquai qu'elle essayait de se concentrer sur quelque chose sur sa console. Je pouvais voir que son visage était rougi, mais je n'étais pas sûr si c'était par gêne ou autre chose. Je me suis retourné et j'ai quitté la passerelle. Me sentant plus embarrassé et humilié que jamais. Quelque chose clochait dans cette affaire. Je me suis dirigé vers la cuisine, espérant trouver quelque chose à manger. Ce n'était pas l'heure habituelle du repas, et je savais qu'il n'aurait rien de spécial, mais j'avais besoin de quelque chose dans l'estomac. Pas grand-chose en stock pour l'instant, monsieur, dit l'homme derrière le comptoir de service. Tout ce que nous avons, ce sont des hamburgers. Ce ne sont pas les meilleurs, mais ils sont garantis de vous remplir l'estomac. Ça va, dis-je. J'en prendrai un. Il en posa un sur mon plateau et me tendit un petit sachet de ketchup. Voudriez-vous du ketchup pour le rendre plus agréable, demanda-t-il avec un sourire. Bien sûr, pourquoi pas? Dis-je en prenant le sachet. Merci. À votre service, monsieur, dit-il. Je pris une petite brique de lait chocolaté et me dirigeai vers une table libre. Je mangeai le hamburger, le noyai de ketchup, et avalai le lait. Ce n'était pas excellent, mais j'étais rassasié, et le ketchup le rendait un peu meilleur. Je rangeai le plateau, jetai les déchets dans la poubelle, et me dirigeai vers mes quartiers. Je m'allongeai sur ma couchette et essayai de dormir, mais je n'y arrivais pas. Je me demandais ce que Stone mijotait vraiment. Que voulait-il dire par « s'occuper de Claire » ? Je me suis tourné et retourné pendant environ 1 heure, mais je n'arrivais pas à me calmer. Frustré, je finis par me lever et enfiler mes vêtements de sport, un t-shirt et un short. Je mis mes chaussures et me dirigeai vers la petite salle de sport sur l'un des ponts inférieurs. Quand j'y suis arrivé, j'ai été soulagé de voir que j'étais seul. Bien. Je pensais que cela me donnerait l'occasion d'évacuer ma frustration sans parler à personne, ce que je ne pensais pas pouvoir faire sans m'énerver. J'ai fait quelques étirements, puis un entraînement sur le tapis de course et l'appareil de musculation. Ensuite, j'ai passé la demi-heure suivante à pratiquer certaines des techniques de combat rapprochées que j'avais apprises avant de quitter le port. À ce moment-là, j'avais bien transpiré et je sentais que je pouvais enfin m'endormir. Je suis retourné à mes quartiers, j'ai pris une douche dans la petite salle d'eau, j'ai réglé mon réveil, et je me suis recouché. Je me suis endormi presque immédiatement. Quand le réveil a sonné, je me suis levé, j'ai pris une douche, je me suis rasé, j'ai mis mon uniforme, et je me suis dirigé vers la cuisine pour un repas. C'était bien meilleur que le hamburger que j'avais mangé auparavant. J'arrivai sur la passerelle au moment où Claire s'apprêtait à partir. « Tiens, l'inconnu, dis-je en la voyant. Elle me regarda et sourit. « Salut, dit-elle. Écoute, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais je pense que tu as fait un excellent travail au départ. » Merci, dis-je. Elle dit, écoute, peut-être que je pourrais passer pendant ma pause et nous pourrions passer un peu de temps ensemble. Je sentais que son cerveau tournait à plein régime et je pensais qu'elle allait trouver une excuse pour que ça ne marche pas. Heureusement, elle ne l'a pas fait. Bien sûr, je mettrai le réveil, dit-elle. Peut-être qu'on pourra déjeuner ensemble. Ça me va, dis-je. Je te vois dans quelques heures. Je serai là, dit-elle en me donnant un rapide baiser. Je t'aime. Moi aussi, je lui dis. Je la regardais s'éloigner et pensais que peut-être nous pourrions faire en sorte que cela fonctionne. Je me suis retourné et j'ai vu le visage souriant de Stone. Il était grand temps que tu te montres, Brennan, dit-il. Je regardai ma montre.
Mon quart ne commence officiellement que dans 15 minutes, monsieur, dis-je. Je voulais juste parler à ma femme avant de prendre mon service si cela vous convient. Un instant, je pensais qu'il allait dire quelque chose, mais il se calma. Oui. D'accord, dit-il en s'éloignant dans le couloir. Je suis entré sur la passerelle et j'ai relevé Jackson Reed. Il me tendit le rapport de quart et parti. Jennifer s'approcha de moi alors que je commençais les procédures de vérification du système. « Comment ça va » demanda-t-elle. « Je vais bien, madame, dis-je. »« Laissez tomber le « madame », Marc, dit-elle. « Nous avons déjà travaillé ensemble. »« Sérieusement, comment ça va ?»« Ce n'est pas facile, mais je peux gérer. »« Merci de demander, Jennifer. »« De rien. »« Écoute, je sais que tu as beaucoup de choses en tête, mais je pense que tu dois garder un œil sur ta femme et Monsieur Stone. » Je la regardai, choqué. « Pensez-vous qu'il se passe quelque chose entre eux ?» demandai-je. « Peut-être, appelle ça de l'intuition féminine si tu veux, Marc. J'ai juste le sentiment que quelque chose pourrait se développer. Je l'ai déjà vu. Des petits regards ici et là, ce genre de choses. Rien de flagrant, mais il y a définitivement quelque chose entre ces deux-là, dit-elle. Compris. Merci de m'avoir prévenu, Jennifer. Je compte la rencontrer pendant ma pause. J'espère que ça aidera, dis-je. Je l'espère aussi, Marc, dit-elle. Devons-nous en parler au capitaine ? Lui demandai-je. Elle secoua la tête. Pas à moins d'avoir des preuves solides. Une telle accusation contre un officier supérieur peut se retourner contre vous et gravement nuire à votre carrière. Reste juste vigilant et essaie de garder ta femme près de toi. Je garderai un œil sur les choses pendant le premier quart. D'accord, Jennifer, dis-je. Merci de m'avoir prévenu. Elle hocha la tête et quitta la passerelle. J'ai terminé la vérification du système et suis allé inventorier l'équipement de sécurité et inspecter les systèmes de défense. Quand je suis revenu, Garrett m'attendait déjà. Voudriez-vous faire des exercices d'entraînement ? Demanda-t-il. Toujours prêt pour l'entraînement, monsieur, pensai-je. Oui, monsieur, lui dis-je. Très bien, dit-il. Passons en revue quelques scénarios de réponse et voyons comment les systèmes se comportent. J'ai mis en place une série d'exercices pratiques, testant les temps de réponse et l'intégration des systèmes. Les systèmes de sécurité ont fonctionné parfaitement et je me sentais confiant dans leur fiabilité. Bien joué, monsieur Brennan, dit Garrett avec un sourire quand nous avons eu terminé. Merci, monsieur, répondis-je. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers mon poste. Je vais me reposer. Il semble que vous serez l'officier supérieur de quart, alors pourquoi ne pas prendre le siège central ? Je serai de retour dans quelques heures, dit-il avec un sourire entendu. Ayant déjà servi avec Garrett, je le connaissais comme quelqu'un qui pouvait fonctionner avec très peu de sommeil. Une de ces personnes qui pouvaient rester éveillées pendant presque 24 heures avec seulement 3 ou 4 heures de repos. Je supposais que cela venait de ses années d'expérience en commandement. Oui, monsieur. Merci, répondis-je. Il quitta la passerelle et je pris son siège. C'était agréable d'être assis dans le fauteuil de commandement. De là, je pouvais garder un œil sur tout ce qui se passait sur le navire. Et puis ça m'a frappé. Chaque membre d'équipage portait un badge d'identification fourni par la compagnie qui servait également de dispositif de suivi RFID. Tous les membres d'équipage devaient porter le dispositif en permanence pour des raisons de sécurité. Si quelqu'un tombait par-dessus bord, nous pouvions suivre sa dernière position connue. Le système enregistrait également quand les membres d'équipage entraient et sortaient de différentes sections du navire. J'ai allumé le moniteur de suivi sur la console de commande et j'ai cherché Stone. Le moniteur affichait que son badge était dans ses quartiers. Je ne pouvais pas voir plus de détails que cela. Le système ne suivait que la localisation, pas les activités ou les signes vitaux. J'ai cherché Holloway et on m'a donné deux choix, Marcus, moi, et Claire. J'ai choisi Claire et j'ai vu que son badge était enregistré dans nos quartiers. Bien. J'ai pensé à accéder aux données historiques de suivi pour les deux UX badge, mais j'ai réalisé que j'aurais besoin d'un mot de passe de niveau commande pour le faire. Comme je n'avais pas ce niveau d'accès, je ne pouvais pas dire si les deux avaient passé du temps ensemble dans les zones privées du navire. Mais ce que j'ai vu suffisait pour l'instant. J'ai éteint le moniteur de suivi et j'ai vaqué à mes occupations.
J'ai regardé autour de la passerelle. Tout le monde était affairé à ses postes, travaillant avec diligence. Je suis retourné à ma console et j'ai passé en revue la liste de contrôle. Jusqu'à présent, tout fonctionnait dans les limites normales. Une légère correction de cap était prévue dans environ 1 heure, mais je savais qu'elle était déjà programmée dans le système de navigation et qu'elle serait effectuée automatiquement. L'officier des communications de quart était en contact régulier avec les opérations de la compagnie à Houston, et je savais que je n'aurais pas à intervenir à moins qu'une situation ne survienne nécessitant l'attention immédiate du capitaine. L'ingénieur de service gardait un œil attentif sur l'état des moteurs et des systèmes vitaux du navire. Le timonier et le navigateur surveillaient de près la route du navire, s'assurant que la prochaine correction de cap se déroulerait sans encombre. J'ai effectué les entrées de journal nécessaires et me suis dirigé vers la console de sécurité pour un rapide contrôle. Tout semblait en ordre, alors je suis retourné au siège central et je me suis assis. Environ 2 heures après le début du quart, un membre de l'équipage a fait le tour de tous les postes pour recueillir les commandes de boissons de chacun. Nous étions autorisés à avoir des boissons à nos sièges, à condition qu'elles soient dans des récipients couverts. Elle est partie et est revenue un peu plus tard de la cuisine, distribuant des boissons à tout le monde. Quelques minutes avant le début de ma pause, Garrett est revenu, et je lui ai cédé la chaise de commandement, lui relatant brièvement les événements qui s'étaient déroulés. Il a hoché la tête, prenant son siège et faisant une entrée dans le journal de bord. « Merci, monsieur Brennan, dit-il. Pourquoi n'iriez-vous pas prendre votre pause, ajouta-t-il avec un léger sourire. Oui, monsieur, dis-je en quittant mon poste. Je me suis dirigé vers les quartiers que Claire et moi partagions et me suis arrêté juste devant l'écoutille ouverte. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré. Elle venait de se réveiller. Le réveil avait sonné quelques instants auparavant. Mon Dieu, qu'elle est belle, pensai-je en marchant vers elle. Prête pour le déjeuner, demanda-t-elle. J'ai souri et me suis assis sur la couchette avec elle. Tu sais que oui, dis-je et je commençai à l'embrasser. Ce qui a suivi était privé, bref et significatif. Une connexion dont nous avions désespérément besoin tous les deux. La couchette étroite, le léger balancement du navire, l'intimité qui nous manquait depuis des semaines. Tout s'est réuni en ces précieux moments. Après, elle a posé sa tête sur mon épaule. C'était vraiment agréable, dit-elle doucement. J'en avais besoin. Moi aussi, lui dis-je. Tu m'as manqué. Moi aussi, tu m'as manqué, dit-elle. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime, répondis-je. Tu ferais mieux de te préparer et de retourner. Tu n'as même pas encore mangé, dit-elle. J'ai regardé l'heure et j'ai vu que la majeure partie de ma pause était déjà passée. Oui, tu as raison, dis-je. Tu veux refaire ça pendant ta pause? Bien sûr, pourquoi pas, dit-elle avec un sourire. Me sentant un peu mieux, je suis sorti du lit, j'ai pris une douche rapide et me suis dirigé vers la cuisine. Avant de quitter la cabine, je l'ai embrassée, puis j'ai tamisé les lumières pour qu'elle puisse se reposer. Je me sentais beaucoup mieux en mangeant mon sandwich et en retournant à la passerelle. Quand je suis arrivé là, il me restait encore quelques minutes avant la fin de la pause. Garrett me regarda alors que je prenais place. « Avez-vous eu une bonne pause, monsieur Brennan ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur. »« Une très bonne pause, » lui répondis-je. Il sourit et hocha la tête. « Bien. Continuez, dit-il, se tournant vers sa console. Les 17 jours suivants se sont déroulés à peu près de la même manière. Claire est venue à notre cabine plusieurs fois pendant ses pauses. Et bien sûr, je l'ai rejointe pendant les miennes à chaque occasion. Pouvoir se voir au moins une partie du temps m'a aidé à traverser cette portion du voyage. Je n'ai pas beaucoup vu Stone pendant cette période, et cela a aidé aussi. J'avais encore des inquiétudes, bien sûr, mais je n'avais rien vu ni entendu qui suggère que quelque chose de suspect se passait. Jennifer me tenait informé, mais disait n'avoir rien vu ni entendu de troublant non plus. Lorsque nous avons atteint le canal de Panama, j'ai commencé à penser que j'avais peut-être trop exagéré la situation. Après que l'Endeavour soit entrée dans la zone du canal et ait terminé elle. Transit, j'ai mis mes vêtements civils en prévision d'une permission à terre avec Claire. Mais mes espoirs de passer du temps avec elle dans la ville au bord du canal, une zone historique réputée pour sa culture vibrante et son histoire maritime, ont été anéantis lorsque Stone m'a informé qu'il y avait un problème avec l'un des systèmes de caméras de sécurité. Quoi, demandai-je, choqué. La dernière fois que je les avais vérifiés, quelques heures plus tôt pendant mon quart, il n'y avait eu aucun problème.
J'ai regardé Jackson Reed. Étiez-vous au courant de problèmes, lui demandai-je. Il secoua la tête. Pas avant, juste avant que nous n'amarions, monsieur, me dit-il. Il y avait quelque chose de très suspect à ce sujet, et j'étais déterminé à aller au fond des choses. Nous ne sommes ici que pour 72 heures, dit Stone. Et au moment de notre départ, ces systèmes devront être prêts à fonctionner. Alors, vous feriez mieux de vous en occuper, Brennan. J'ai regardé Claire et j'ai secoué la tête tristement. Ça ira, chérie, dit-elle avec une expression déçue. Nous aurons quand même une chance de nous voir. Je te rapporterai quelque chose. D'accord. Stone sourit. Ne vous inquiétez pas, Brennan. Je veillerai sur votre femme. Je le promets, dit-il. Oui, j'en suis sûr, pensai-je amèrement à ce moment-là. Garrett s'approcha de nous. Alors, êtes-vous prêt pour un petit repos? À terre, demanda-t-il. Oui, dit Stone. Mais Brennan doit jeter un œil au système de caméras de sécurité. Y a-t-il un problème? Demanda Garrett. Problème d'alignement sur 2 des stations de surveillance, monsieur, dit Reed. Comment est-ce arrivé? Demanda Garrett. Je l'ai repéré juste avant que nous ne sécurisions la station, monsieur, dit Reed. Garrett fronça les sourcils et me regarda. Alors, vous feriez mieux d'y jeter un œil, monsieur Brennan, dit-il. Je les regarderai avec vous si ça ne vous dérange pas. Pas du tout, monsieur, dis-je, en jetant un coup d'œil à Stone. J'apprécie. Je resterai et aiderai aussi, dit Reed. Merci, Jackson. J'apprécie, dis-je. Eh bien, je suppose qu'il vaudrait mieux aller à terre avant que toutes les bonnes places ne soient prises, dit Stone. Claire me regarda tristement, mais ne dit rien. Allez-y. Numéro 1, dit Garrett. Stone et Claire se retournèrent et s'éloignèrent. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'elle ne m'avait jamais dit qu'elle m'aimait ou qu'elle me verrait plus tard. Point. Je me suis tourné et j'ai regardé Jennifer. Ça pue, Marc, me dit-elle doucement. Je les surveillerai. Merci, dis-je. Elle sourit et me tapota la main avant de s'éloigner. Eh bien, je suppose que je ferais mieux de me changer et de mettre mes vêtements de travail, dis-je. Quelles caméras vous ont posé problème? Demanda Garrett. La numéro 2 et la numéro 5, monsieur, dit Reed. D'accord, je prends la numéro 2 si vous pouvez vérifier la 5, mais nous devrons toutes les vérifier, dis-je. J'y vais, monsieur, dit Reed. Je me suis tourné pour partir et j'ai vu Garrett regarder la porte par laquelle Stone et Claire étaient sortis plus tôt. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. Je vais me changer et vous retrouver à la station 2. Si cela vous convient, monsieur, dis-je. Je vous y rejoins dans quelques minutes, dit-il. J'ai attrapé ma sacoche à outils et j'ai quitté la passerelle. J'étais à la station depuis quelques minutes quand Garrett est venu me rejoindre. J'ai remarqué qu'il avait remis son uniforme de travail. Que avons-nous? Demanda-t-il. Prêt à travailler. Je m'apprête juste à retirer le capot du boîtier de la caméra, dis-je. J'ai sorti l'outil et j'ai commencé à retirer le capot. Le capot enlevé, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu le problème. L'une des équerres de montage qui fixait l'ensemble caméra avait été endommagée, et la pince de fixation qui la maintenait en place était totalement absente. J'ai cherché s'il traînait au fond du boîtier, mais il n'y était pas. Il avait disparu. Zut, dis-je. Quoi? Demanda Garrett. Quelqu'un a altéré cette unité, monsieur, dis-je. La pince de fixation a disparu et l'équerre de montage est endommagée. Que se passerait-il si le système était activé dans cet état? La caméra risquait de se desserrer à cause des vibrations. Si elle surveillait une zone critique et que nous ne remarquions pas le dysfonctionnement, nous pourrions avoir un grave angle mort de sécurité. J'ai dit, mince, comment pensez-vous que cela a pu arriver? A-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Quelqu'un a dû le faire exprès, monsieur. J'ai dit, je ne vois pas comment un clip pourrait simplement disparaître comme ça. Le fait est que ces boîtiers sont généralement scellés. La seule façon d'y pénétrer est avec un outil spécial. Celui-ci, ai-je ajouté, brandissant l'outil dans ma main. Cela peut être réparé, a-t-il demandé. Bien sûr, ai-je dit. Il y a des supports de montage de rechange dans elle. Armoire à équipement, mais ce n'est pas le genre de pièce qui se casse habituellement, et nous n'avons que quelques unités de rechange. J'espère qu'aucune des autres n'a été endommagée. Combien de temps faudra-t-il pour réparer?
L'ensemble doit être retiré. Un nouveau support installé, la caméra remontée, testée et réalignée. Environ 8 à 10 heures au total, et c'est en supposant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Mince, a-t-il dit. Très bien, commencez. Avez-vous besoin de mon aide? Bien que cela prenne du temps, c'était vraiment un travail pour une seule personne, et je n'avais pas besoin de son aide. Néanmoins, son offre signifiait beaucoup, et j'ai commencé à le respecter encore plus pour cela. J'ai secoué la tête. Non, monsieur. Je peux me débrouiller, mais merci d'avoir demandé quand même. J'ai dit, de plus, il n'y a de place que pour une seule paire de mains ici. À ce moment-là, ma radio d'entreprise a bipé. J'ai regardé et j'ai vu que c'était un appel de Reed. Brennan, allez-y, Jackson, ai-je dit, en parlant dans la radio. Monsieur, il semble que la graffe de fixation ait été retirée et que le support de montage soit également endommagé ici, a-t-il dit. J'ai regardé Garrett. Nous devons remplacer tout le support de fixation, ai-je dit. Très bien, a dit Reed. Je vais procéder. Dois-je contacter l'armoire à équipement et leur demander d'inspecter toutes les stations de caméra? Quelle est la probabilité que 2 systèmes de caméra tombent en panne en même temps, a demandé Garrett. Très faible, monsieur, ai-je dit. Je n'ai jamais vu une de ces unités se casser comme ça, encore moins 2 en même temps. Ce sont probablement les systèmes les plus fiables que nous ayons. Peut-être est-ce un défaut de fabrication, a-t-il demandé. Très peu probable, monsieur, ai-je dit. Ces appareils subissent des tests approfondis avant l'installation. J'ai travaillé avec des dizaines de ces systèmes et je n'ai jamais vu cela se produire. D'accord, je dois signaler cela au siège de la compagnie, a dit Garrett. Nous ferions mieux de faire venir une équipe de maintenance du port pour effectuer un diagnostic complet. C'est difficile de croire qu'un navire de 200 millions de dollars puisse être arrêté par un clip de 50 dollars. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement. Faites-moi un rapport dès que vous avez terminé, a-t-il dit. Oui, monsieur, ai-je dit. Je l'ai regardé sortir de l'espace exigu et je suis retourné à mon travail. Une fois l'ensemble de fixation complètement retiré, j'ai examiné de plus près pour voir ce que je pouvais trouver d'autre. Là, à l'intérieur du boîtier, il y avait une tache sombre. Cela ne ressemblait pas à de la graisse. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé que c'était du sang. Celui qui avait saboté cet appareil s'était coupé la main sur le boîtier métallique. J'ai sorti une pince à épiler de la boîte à outils et j'ai pu recueillir une partie de la substance. Je l'ai ensuite placé dans un petit sac plastique de preuve, je l'ai scellé et je l'ai mis dans mon sac à outils. J'avais l'intention de l'apporter à l'infirmerie pour voir s'ils pouvaient l'identifier. À ce moment-là, l'un des techniciens avait apporté un nouvel ensemble de fixations et avait emporté l'ancien. Je suis retourné à mon travail et j'ai essayé de me concentrer sur ce que je faisais, mais c'était difficile. J'ai réfléchi à qui aurait pu faire cela et pourquoi. Et puis ça m'a frappé. Stone a fait tout ce qu'il a pu pour nous séparer, Claire et moi, pendant ce voyage. D'abord, le changement d'horaire de garde. Bien sûr, il a offert une explication. Garrett l'a accepté, mais je n'y ai pas cru. Ensuite, cela s'est produit. Et qu'a-t-il dit quand Claire et lui sont partis en permission? Quelque chose à propos de prendre soin de Claire. La pensée que Claire puisse être impliquée avec lui m'a rendu furieux et malade en même temps. Je savais que Stone avait été son conseiller à l'académie, et je savais aussi qu'ils avaient servi ensemble à plusieurs reprises depuis. Avait-il une liaison à ce moment-là aussi? J'ai finalement terminé d'installer le nouvel ensemble de fixation et de remonter la caméra. J'ai effectué un test, et tout semblait en ordre. J'ai fait une entrée dans le journal de maintenance. 10 heures de ma vie étaient parties. 10 heures que je ne récupérerai jamais. 10 heures que j'étais censé passer au Panama avec Claire. J'ai parcouru tout le journal de maintenance mais je n'ai rien vu qui puisse me donner un indice. J'ai vu Reed alors que je sortais de la zone d'accès. Comment ça s'est passé, lui ai-je demandé. Le nouvel ensemble est en place, monsieur, a-t-il dit. Les techniciens ont vérifié le reste des stations et n'ont signalé aucun autre problème. Bien. Je veux faire une inspection visuelle complète de tout ainsi qu'un inventaire de tout l'équipement de sécurité, ai-je dit. Je sais que cela en pied. Ira sur votre permission à terre, mais cela doit être fait. Je comprends, monsieur, a-t-il dit. Je vais commencer. Merci, ai-je dit. Il a hoché la tête et est retourné à son travail.
En chemin vers la passerelle, je me suis arrêté à l'infirmerie et j'ai parlé à l'officier médical de garde. « Comment allez-vous, monsieur Brennan ?» a demandé l'officier médical en chef, le docteur Lisa Martinez, alors que j'entrais. « Doc, j'ai besoin d'un service », ai-je dit. « J'ai trouvé ce que je crois être du sang sur certains équipements. Pouvez-vous me dire si c'est réellement du sang, et si oui, pouvez-vous le faire tester ? » « Nous pouvons faire un test préliminaire ici pour confirmer si c'est du sang, » a-t-elle dit. « Mais pour une analyse ADN, nous devrions l'envoyer à un laboratoire certifié à terre. Cela prend généralement plusieurs jours. Pourquoi en avez-vous besoin ? » J'ai sorti mon échantillon et le lui ai tendu. « Je pense que quelqu'un a pu manipuler notre équipement de sécurité. Cela pourrait aider à identifier qui l'a fait, ai-je dit. Pouvez-vous au moins confirmer si c'est du sang et le conserver correctement pour les tests ? Bien sûr, a-t-elle dit. Je peux faire un test rapide maintenant pour voir si c'est du sang. Si c'est le cas, je le conserverai et documenterai la chaîne de possession. Ensuite, nous pourrons l'envoyer à un laboratoire lorsque nous arriverons au port. Ce serait formidable, Doc, et j'ai besoin que vous gardiez cela confidentiel pour l'instant. Elle m'a regardé avec inquiétude. D'accord, monsieur Brennan, a-t-elle dit. Je vais le tester tout de suite et vous informer de ce que je trouve. Donnez-moi environ 20 minutes. Merci, Doc. Je vous en dois une, ai-je dit. Je vous prendrai au mot, a-t-elle dit avec un léger sourire. Je me suis dirigé vers la passerelle pour faire mon rapport. Garrett se tenait près de sa salle de repos lorsque je suis arrivé. C'est réparé, a-t-il demandé. Oui, monsieur, ai-je dit. Jackson est en train de vérifier le reste des systèmes maintenant. Très bien, entrez dans mon bureau si vous voulez bien, a-t-il dit. Je suis entré dans la salle de repos et j'ai vu Jennifer avec Frank Cooper, le superviseur principal de la sécurité du navire. Lorsque Garrett est entré dans la petite pièce, il a fermé la porte et a pris place. Merci d'être venu si vite, a-t-il dit, regardant Jennifer et Cooper. Je suis désolé d'interrompre votre permission, mais il semble que nous ayons une situation ici, et j'ai besoin que vous vous en occupiez immédiatement tous les deux. Pas de problème, monsieur, a dit Jennifer. Il semble que nous ayons un saboteur à bord, a dit Garrett. 2 de nos systèmes de caméras de sécurité semblent avoir été délibérément endommagés peu avant notre arrivée au canal. J'ai reçu l'instruction du siège de la compagnie de mener une enquête initiale. J'ai également reçu l'instruction de contacter les autorités maritimes locales. Ils ne pourront pas envoyer quelqu'un ici avant au moins 36 heures, vous avez donc ce temps pour recueillir autant d'informations que possible. Je vous donne temporairement accès aux journaux de suivi de l'équipage. Je veux savoir qui a accédé à ces stations de sécurité et je veux le savoir le plus rapidement possible. Je veux que cette enquête soit approfondie mais discrète. Me comprenez-vous ? Je ne veux pas que l'équipage panique. Nous comprenons, monsieur, a dit Cooper. En attendant, une équipe de maintenance du port effectue des diagnostics complets sur le navire. Cela prendra environ 72 heures. La compagnie ne veut pas que nous poursuivions le voyage avec un saboteur potentiel à bord et je suis d'accord avec eux. Il est fort possible que le voyage soit retardé, a dit Garrett. Des questions ou des commentaires ? Justin, monsieur, ai-je dit. Tous les regards se sont tournés vers moi. Oui, monsieur Brennan, a demandé Garrett. J'ai trouvé ce qui semble être du sang sur le boîtier de la caméra que j'ai remplacé. J'ai apporté un échantillon à l'infirmerie. Le docteur Martinez est en train de le tester pour confirmer si c'est du sang et, si c'est le cas, elle le conservera pour des tests ADN, ai-je dit. Bonne idée, a dit Garrett. Je ferai un suivi avec le docteur Martinez. Tenez-moi informé des résultats. Oui, monsieur, ai-je dit. Il a hoché la tête en signe d'acquiescement. Autre chose ? Nous avons tous secoué la tête. Congédié. Vous avez un travail à faire, dit-il. Oui, monsieur. Dit Cooper. Nous avons quitté la salle de préparation et j'ai rangé ma sacoche à outils à la console de sécurité. J'étais sur le point de quitter la passerelle quand Jennifer m'a appelé. Marc, est-ce que je peux te parler un instant, dit-elle doucement en me tirant à l'écart. Bien sûr, dis-je. J'ai surveillé les choses comme je l'avais dit, dit-elle d'une voix basse. J'ai même pu les suivre à terre discrètement. Je suis désolé, Marc. Mais je pense que tu dois voir quelque chose. Elle a sorti son téléphone et m'a montré les photos.
J'ai senti mon estomac se nouer. Claire et Stone entraient ensemble dans un restaurant, l'air beaucoup trop à l'aise l'un avec l'autre. Jennifer avait des photos d'eux à une table, penchés l'un vers l'autre, riant. Il y avait une intimité évidente dans leur langage corporel, le genre de familiarité qui dépasse la courtoisie professionnelle. Puis elle m'a montré des photos d'eux entrant ensemble dans un hôtel, et il ne fallait pas être devin pour comprendre ce qu'ils y faisaient. « Je suis désolé, Marc, dit-elle doucement. Je pensais que tu devais le savoir avant que ça n'aille plus loin. Merci, Jennifer. Dis-je, la voix tendue. Vas-tu signaler ça au capitaine? Tu sais que je dois le signaler, dit-elle. La fraternisation entre officiers, surtout quand l'un est en position de supervision par rapport à l'autre, est une violation de la politique de l'entreprise. Mais je pensais que tu devais être le premier informé. J'apprécie, dis-je. J'ai quitté la passerelle, l'esprit en ébullition. J'ai rejoint Reed et nous avons fini d'inspecter le reste des systèmes et fait l'inventaire de tout. Mon quart était terminé et je suis allé à la cuisine prendre un repas, puis je suis retourné à mes quartiers et j'ai essayé de dormir. Ce n'était pas facile avec les images de Claire et Stone en tête, mais j'ai réussi à me reposer quelques heures. Je me suis réveillé, douché, habillé, et j'étais sur le point de partir quand Claire est entrée dans la cabine. Elle avait l'air reposée, et il y avait quelque chose dans son expression, une sorte de satisfaction qui me retournait l'estomac. Une partie de moi voulait la confronter sur le champ. « Tu as passé un bon moment ?» demandai-je d'un ton neutre. « Oui, en fait, j'en ai passé un excellent, dit-elle joyeusement. Nous venons juste de rentrer. Je suis désolé que tu n'aies pas pu te joindre à nous. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai juste regardé. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda-t-elle, remarquant mon expression. Rien, juste des problèmes de maintenance, dis-je. Alors, quel est ton programme? Eh bien, je vais m'allonger un moment. Je suis vraiment fatigué et j'ai 12 heures de repos. Tu vas de car maintenant? Oui, dis-je. As-tu pu régler ce problème? Je pense que oui, dis-je. Bien, dit-elle. Tu sais, tu m'as manqué dehors. Vraiment? Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Dis-je. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entends dire que toi et Stone avez passé un sacré bon moment sans moi. Dis-je. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Nous avons dîné ensemble, dit-elle défensivement. Nous avons pris quelques verres. C'est tout. Rien d'autre ne s'est passé, demandai-je. Bien sûr que non, dit-elle, la voix montant légèrement. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Rien, dis-je. Je dois aller travailler. Je me suis dirigé vers la porte, mais Claire m'a arrêté. Elle a essayé de m'embrasser, mais je me suis détourné et elle a embrassé ma joue. Marc, tu sais que je t'aime, dit-elle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agis-tu comme ça? Dis-le-moi, dis-je. J'ai quitté la cabine sans lui laisser le temps de répondre. Qui est cette femme? Me suis-je demandé. Pensait-elle vraiment qu'elle pouvait être avec un autre homme et ensuite revenir à moi comme si rien ne s'était passé? Pensait-elle vraiment que je ne le saurais pas? Je suis allé à mon poste et j'ai réalisé que je n'avais pas encore vu Stone. J'ai repris mes fonctions habituelles et poursuivi mes vérifications de système. Environ 7 heures après le début de mon quart, j'ai réalisé que je n'avais rien mangé. Alors, je me suis déconnecté et j'ai décidé de faire une pause. J'avais prévu de prendre quelque chose à la cuisine et de revenir tout de suite. Mais quelque chose m'a poussé à passer d'abord par mes quartiers. Peut-être voulais-je parler à Claire pour lui donner une chance de s'expliquer. Peut-être espérais-je qu'il y ait une explication raisonnable à ce que j'avais vu sur ces photos. Mais quand j'ai ouvert la porte, ce que j'ai vu a détruit tout espoir qu'il me restait. Sur les 3 couchettes que Claire et moi partagions, Claire était avec Stone. La scène était indéniable. Ils étaient intimes, clairement au milieu de quelque chose dont aucun mari ne devrait être témoin. J'ai senti le monde basculer sous mes pieds. Ils se sont tous les deux tournés pour voir qui était à la porte. Claire s'est immédiatement écartée, son visage pâlissant. Stone s'est tourné vers moi avec une expression qui ne montrait aucune honte, seulement de l'irritation d'avoir été interrompu. « Ferme cette satanée porte, dit-il sèchement. Qu'est-ce que tu es? Une sorte de pervers. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang, demandai-je. Ma voix était à peine contrôlée. Claire ne pouvait pas me regarder dans les yeux, tandis que Stone se levait calmement et commençait à s'habiller.
À quoi ça ressemble, B. Renan? Demanda-t-il en enfilant sa chemise. On ne t'a pas appris ça à l'école? Il a fini de s'habiller et s'est dirigé vers moi. Allons faire un tour. Nous devons parler. Il s'est tourné vers Claire. Je reviendrai plus tard. Nous pourrons terminer notre conversation à ce moment-là. Claire m'a regardé avec des larmes qui montaient dans ses yeux. Marc, je suis désolé, dit-elle doucement. Nous en parlerons plus tard, dis-je, la voix tendue. Stone a secoué la tête. Non, Brennan. Viens, suis-moi maintenant. Alors que nous partions, j'ai sorti mon téléphone et activé l'application d'enregistrement vocal. Tous nos téléphones d'entreprise avaient une fonction d'enregistrement pour documenter les incidents de sécurité et les communications importantes. J'avais un très mauvais pressentiment à ce sujet et je voulais que notre conversation soit documentée. C'était malin de ta part d'organiser ces petites réunions de déjeuner, dit Stone tandis que nous marchions dans le couloir. Mais tu devrais savoir que je suis là depuis plus longtemps que toi. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce que tu faisais. Depuis combien de temps, demandai-je. Tu veux dire depuis combien de temps, monsieur? N'est-ce pas, demanda-t-il avec un sourire narquois. Je suis resté silencieux, l'incitant à continuer. Eh bien, je suppose que tu mérites de connaître la vérité. Ça a commencé sa 2e année à l'académie. J'étais son conseiller, tu sais. Elle est venue me voir avec un problème. Elle avait échoué à un examen. J'ai pu l'aider à le repasser, mais il y a eu un prix à payer et ça a juste continué à partir de là. Elle a failli rompre avec toi plusieurs fois pendant vos années d'académie. Tu vois, une fois que quelqu'un s'implique avec moi, c'est difficile de s'en aller. Il a ri de sa propre arrogance. Je ne ressentais que de la rage. Je voulais le blesser sur le champ, mais je n'avais aucune envie de ruiner ma carrière pour ça. Alors, tu la vois à chaque occasion que tu as? Demandai-je. C'est exact, dit-il. Tu aurais dû être détective, Brennan. Et c'est la vraie raison pour laquelle tu as changé l'horaire des cars, n'est-ce pas? Demandai-je. Exactement, dit-il. Et la raison pour laquelle tu as saboté ces systèmes de caméra, ajoutai-je. Juste entre nous? Oui, dit-il nonchalamment. Mais tu vois, après que le capitaine m'a informé du sabotage, j'ai mené ma propre petite enquête. Il a fait des guillemets avec ses doigts. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, demandai-je. Me menacer? Essayer de m'intimider pour que je me taise? Il a en fait ri alors que nous tournions au coin du couloir et entrions dans la cage d'escalier. Il a appuyé sur le bouton pour le pont inférieur et a attendu que les portes se ferment. Te menacer? Non, Brennan. Voici ce qui va se passer, dit-il. Les portes se sont ouvertes et il est sorti, me faisant signe de le suivre. Selon mon enquête, que je viens de terminer, tu as surpris ta femme dans une situation compromettante. Affolé et instable, tu es devenu un danger pour toi-même et pour les autres. Il s'est arrêté et j'ai vu que nous nous tenions près de l'accès au pont tribord. Le côté du navire opposé au quai. La porte du pont était ouverte. Je pouvais voir que la rambarde de sécurité de cette section avait été temporairement retirée pour maintenance. Il y avait du ruban de signalisation, mais la zone était par ailleurs non sécurisée. J'ai aussi remarqué que Stone avait quelque chose de glissé dans sa ceinture. Un petit pistolet semi-automatique. Les agents de sécurité de l'entreprise étaient autorisés à porter des armes à feu, mais Stone n'était pas de la sécurité. Il devait l'avoir pris dans l'armurerie. Tu as tout planifié, n'est-ce pas, demandai-je. Oui, dit-il avec un sourire narquois. Ne t'inquiète pas. Après ton départ, je m'occuperai de Claire comme il faut. Maintenant, sors sur ce pont. Tu ne t'en tireras jamais. Dis-je, il rit. Ouais. Qui, selon toi, l'entreprise croira-t-elle? Un jeune officier qui n'a même pas pu rendre sa femme heureuse ou un vétéran de 20 ans au dossier exemplaire? Maintenant, bouge, dit-il en tendant la main vers l'arme. J'ai regardé autour de moi rapidement, évaluant la situation. Le pont était vide. La plupart de l'équipage était encore à terre. Partir. J'ai réalisé que c'était le moment ou jamais. J'avais un avantage. J'étais entraîné au combat rapproché. Stone était plus grand et plus fort, mais dans un espace confiné comme celui-ci, la technique pouvait l'emporter sur la taille. Je me suis déplacé rapidement,
utilisant la cloison comme point d'appui. J'ai pivoté et donné un coup de pied, visant son centre de gravité. Le coup l'a atteint à la poitrine, le projetant en arrière. Il a trébuché, cherchant son arme, mais j'étais plus rapide. J'ai attrapé son poignet et l'ai tordu, utilisant son propre élan contre lui. Nous avons lutté brièvement, nos corps engagés dans le combat. Il était fort, mais sot. Un équilibre était précaire. Et puis c'est arrivé. Il s'est tordu pour se dégager, essayant de se libérer, mais son pied s'est pris dans le ruban de signalisation. La rambarde de sécurité étant retirée, rien ne pouvait l'arrêter. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc alors qu'il réalisait ce qui se passait. Il est tombé en arrière par l'ouverture. Je me suis élancé pour tenter de le retenir, mais il était trop tard. Je l'ai regardé tomber dans l'eau en contrebas. L'impact a soulevé une éclaboussure visible même de cette hauteur. Pendant un instant, je suis resté là, respirant difficilement, le cœur battant à tout rompre. Puis j'ai couru vers le panneau de communication le plus proche. « Homme à la mer, côté tribord, pont inférieur », ai-je crié dans l'interphone. C'est Brennan de la sécurité. Homme à la mer déployait le canot de sauvetage immédiatement. Instantanément, l'alarme a retenti dans tout le navire. En quelques instants, des membres d'équipage sont apparus, se précipitant vers le pont. J'ai levé les yeux et j'ai vu Garrett courir vers moi avec Jennifer juste derrière lui. Quelques instants plus tard, j'ai vu Claire apparaître, le visage pâle de choc. « C'est Stone, monsieur », ai-je dit à Garrett, à bout de souffle. Il est tombé par-dessus bord. Il avait une arme. Il essayait de me faire passer par-dessus bord. Nous avons lutté et il a perdu l'équilibre. J'ai sorti mon téléphone et arrêté l'enregistrement. J'ai enregistré notre conversation, monsieur. Il a avoué avoir saboté les systèmes de caméra. Il a avoué sa liaison avec ma femme. Il a également dit qu'il prévoyait de me tuer et de faire passer ça pour un suicide ou un accident. Tout est là. Stone. S'est exclamé Claire, se précipitant vers le bord et regardant en bas. À ce moment-là, la patrouille portuaire avait été alertée et des bateaux se dirigeaient vers la zone où il était tombé. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur son visage. Que s'est-il passé? Oh mon Dieu, qu'as-tu fait? Ça suffit, mademoiselle Holloway, ordonna fermement Garrett. Il a saisi Claire par les épaules et l'a confiée à l'un des membres d'équipage. Emmenez-la à l'infirmerie. Gardez-la là-bas. Puis contactez monsieur Cooper pour recueillir sa déposition. Il s'est tourné vers moi tandis qu'il l'emmenait. Vous savez ce que cela signifie, monsieur Brennan, dit-il sérieusement. Je n'ai pas le choix. Vous êtes relevé de toutes vos fonctions en attendant l'enquête sur cet incident. Je vous demande de rendre vos identifiants d'accès et de rester dans vos quartiers jusqu'à l'arrivée des autorités. Je comprends, monsieur, dis-je doucement. Bien, ça suffit. Ordonna Garrett à l'équipage rassemblé. Retournez à vos postes. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire ici. La patrouille portuaire s'occupe de l'opération de sauvetage. Avant de parler à nouveau, il se tourna vers Cooper, qui venait d'arriver. Quand elle sera stable, prenez sa déposition. Je veux qu'elle soit confinée dans des quartiers séparés de ceux de monsieur Brennan. Contactez la patrouille portuaire et coordonnez les recherches. Oui, monsieur, dit Cooper avant de s'éloigner. Puis Garrett se tourna vers Jennifer. Mademoiselle Morrison. Vous êtes désormais premier officier par intérim jusqu'à nouvel ordre. Vous devrez gérer les plannings de car et coordonner avec les autorités à leur arrivée. Ce voyage est officiellement suspendu. Je comprends, monsieur, dit-elle. Elle me regarda avec sympathie. Je suis désolé, Marc, dit-elle doucement. Vous ne méritiez rien de tout ça. Merci, dis-je. Garrett me fit signe de le suivre. Venez, monsieur Brennan. Enregistrons votre déposition pendant que tout est frais dans votre mémoire. Ensuite, vous devrez rester dans vos quartiers. J'ai hoché la tête et l'ai suivi, mon esprit encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. Une fois dans mes quartiers, je me suis assis sur ma couchette et j'ai fixé le mur. La réalité de ce qui s'était passé commençait à s'installer. Stone était probablement mort. Mon mariage était terminé. Ma carrière risquait de l'être aussi. J'ai sorti toutes les affaires de Claire et les ai mises dans son sac de sport. Je ne voulais pas qu'elle soit près de moi. Je savais qu'elle se verrait attribuer des quartiers différents maintenant.
Quelques heures plus tard, quelqu'un de la sécurité est venu prendre ses affaires. Je me suis assis au petit bureau de ma cabine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai trouvé les formulaires du personnel de l'entreprise et j'ai localisé celui concernant les procédures de divorce. Je les remplis soigneusement, demandant un divorce pour adultère. Notre mariage ayant été enregistré en Louisiane, le divorce devrait également être traité là-bas. Il n'y avait rien à diviser, pas de maison, pas d'enfants, pas de biens communs à part quelques objets personnels. Nous avions chacun des salaires similaires, il n'y avait donc pas de question de pension alimentaire. C'était une simple division. Elle gardait ce qui était à elle. Je gare. Et ce qui était à moi. J'ai demandé qu'elle reprenne son nom de jeune fille et qu'elle me rende sa bague de mariage. Après avoir tout vérifié 2 fois, j'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu la confirmation de la réception de la demande. C'est incroyable à quelle vitesse la bureaucratie peut agir quand elle le veut. Dans les 24 heures suivant l'incident, j'ai été interrogé par 2 enquêteurs de l'autorité maritime du Panama et un inspecteur américain de la sécurité maritime. Il était clair qu'ils cherchaient à déterminer si j'avais agi en légitime défense, ou s'il s'agissait d'un crime passionnel, d'un meurtre déguisé en accident. L'officier juridique de l'entreprise qui m'a représenté pendant l'interrogatoire a veillé à protéger mes intérêts, s'assurant que je ne fasse aucune déclaration qui pourrait être utilisée contre moi. J'ai passé les 48 heures suivantes confiné dans mes quartiers, repassant encore et encore les événements dans ma tête. L'attente était le pire. Ne pas savoir si j'allais être arrêté, inculpé d'un crime ou innocenté. Je savais que ce que Claire et Stone avaient fait serait désormais de notoriété publique à bord du navire. J'imaginais les chuchotements, les spéculations, les rumeurs se répandant parmi l'équipage. J'étais allongé sur ma couchette lorsque j'ai entendu frapper à la porte. Je me suis préparé, me demandant si c'étaient les autorités qui venaient m'arrêter. « Entrez », dis-je. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu Garrett et Jennifer se tenir là. Je me suis redressé, leur accordant toute mon attention. « À l'aise, monsieur Brennan », dit Garrett, entrant avec Jennifer. Ils s'assirent tous les deux. Garrett sur la chaise de bureau, Jennifer sur le bord de la couchette. La patrouille portuaire a récupéré le corps de monsieur Stone il y a environ 6 heures, dit Garrett doucement. Ils ont également retrouvé une arme à feu non autorisée sur lui, une arme provenant de notre armurerie. Nous avons examiné toutes les preuves, y compris l'enregistrement que vous avez fourni et les journaux de suivi. Les conclusions préliminaires indiquent que vous avez agi en légitime défense. Les données de suivi montrent que Stone a accédé aux 2 stations de caméra où le sabotage a eu lieu peu avant que Jackson ne remarque les problèmes, a ajouté Jennifer. Et le docteur Martinez a confirmé que l'échantillon de sang que vous avez fourni est du sang humain. Il a été envoyé pour des tests ADN, mais compte tenu de tout le reste, il correspondra presque certainement à l'ADN de Stone. Combiné à ses aveux sur votre enregistrement, reconnaissant le sabotage, la liaison et son intention de vous tuer. Il est clair qu'il était le coupable, dit Garrett. Est clair ? Demandai-je. Mademoiselle Holloway affirme qu'elle ne savait rien du sabotage ni de son intention de vous nuire, dit Jennifer prudemment. Mais elle admet qu'elle était au courant de la liaison et qu'elle l'a poursuivi volontairement. Stone m'a dit que c'était son idée de me tuer. J'ai dit que c'était peut-être vrai, peut-être pas, dit Garrett. Sans preuve, c'est difficile à dire, mais elle est retenue pour violation des politiques de fraternisation de l'entreprise et potentiellement en tant que témoin. Les autorités détermineront s'il y a suffisamment de preuves pour l'inculper de quoi que ce soit de plus grave. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Demandai-je. Nous retournons à la Nouvelle-Orléans, dit Garrett. L'entreprise a ordonné une enquête complète. Le voyage à Singapour est annulé. Vous resterez en congé administratif jusqu'à la fin de l'enquête, mais vous n'êtes plus confiné à vos quartiers. Restez simplement disponible et ne quittez pas la zone portuaire à notre retour. Puis-je reprendre mes fonctions ? Demandai-je. Garrett secoua la tête. Pas encore, mais j'ai parlé à la direction de l'entreprise et je les ai convaincus que vos actions ont probablement sauvé des vies. Si Stone avait utilisé cette arme dans un espace confiné, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Merci, monsieur, dis-je. Reposez-vous, monsieur Brennan, dit Garrett en se levant. Vous avez traversé l'enfer. Nous serons de retour à la Nouvelle-Orléans dans 5 jours. Essayez de prendre soin de vous. Après leur départ, je me suis assis seul dans ma cabine, digérant tout. Stone était mort. Mon mariage était terminé.
Mais j'étais en vie et la vérité était connue. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. La commission d'enquête s'est réunie un jeudi matin humide, à la mi-septembre. Les procédures avaient été retardées à plusieurs reprises pendant que les enquêteurs recueillaient des preuves, prenaient des déclarations et préparaient leurs conclusions. J'avais passé ces mois dans des limbes étranges, techniquement toujours employés par Meridian Shipping, mais en congé administratif. J'avais emménagé dans un petit appartement près du port et je passais mes journées à faire de l'exercice, à lire et à essayer de comprendre ce qui allait suivre. Mon divorce avait été prononcé en juin. Claire ne l'avait pas contesté. Elle avait été licenciée par Meridian et faisait face à d'éventuelles accusations criminelles, bien que son avocat négociait une sorte d'accord de plaidoyer. Le test ADN était revenu, confirmant que le sang que j'avais trouvé était celui de Stone. Combiné aux données de suivi, à l'enregistrement et aux déclarations des témoins, les preuves étaient accablantes. Maintenant, enfin, nous étions ici dans une salle de conférence au siège de Meridian, attendant d'entendre les conclusions de la commission. Garrett, Jennifer et moi étions assis ensemble. Claire fut introduite séparément dans la pièce, accompagnée de son avocat. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée, ses yeux creux. Elle portait des vêtements civils, n'ayant plus le droit de porter un uniforme de la compagnie. Nous nous sommes tous levés à l'entrée des membres de la commission d'enquête. 3 cadres supérieurs de l'entreprise et 2 experts en droit maritime. Le président était Richard Whitmore, directeur des opérations de Meridian, un homme avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie maritime. « Veuillez vous asseoir », commença Whitmore. « Tout d'abord, permettez-moi de préciser qu'il s'agit d'une enquête administrative, et non d'une procédure pénale. Notre objectif est de déterminer ce qui s'est passé, si les politiques de l'entreprise ont été violées et quelles mesures doivent être prises. Les conclusions seront transmises aux autorités compétentes pour toute procédure pénale. » Il a ensuite résumé les événements du voyage, le sabotage, l'affaire, la confrontation et la mort de Stone. En résumé, a-t-il poursuivi, la conduite personnelle de M. Derek Stone a primé sur ses devoirs professionnels, entraînant des violations de la politique de l'entreprise, des règlements de sécurité maritime et du droit pénal. Ces actions ont mis en danger le navire, l'équipage et la réputation de l'entreprise. Il a ensuite tourné son attention vers moi. « Monsieur Marcus Brennan », a-t-il dit. Je me suis redressé sur ma chaise, le cœur battant. La commission a examiné toutes les preuves dans cette affaire, y compris l'enregistrement que vous avez fourni, les données de suivi, les journaux de maintenance, les déclarations de témoins et les preuves matérielles. Nous avons conclu que vous avez agi en légitime défense face à M. Stone. Vos actions, bien que tragiques dans leur issue, étaient raisonnables et nécessaires compte tenu des circonstances. Il marqua une pause. De plus, votre vigilance a détecté le sabotage, votre documentation appropriée des preuves et votre professionnalisme tout au long de cette épreuve témoignent favorablement de votre caractère et de votre formation. La commission a examiné votre dossier de service et est d'accord avec l'évaluation du capitaine Garrett. Nous vous décernons une mention élogieuse de l'entreprise pour conduite exemplaire. De plus, avec effet immédiat, vous êtes réintégré à votre poste à temps plein avec une promotion au titre de chef de la sécurité. Cependant, ajouta-t-il, son ton devenant plus sérieux, compte tenu des circonstances et de la publicité entourant cette affaire, nous pensons qu'il serait préférable pour toutes les parties que vous soyez affectés à un autre navire. Vous recevrez de nouveaux ordres d'affectation dans les 30 jours. Avez-vous des questions? Non, monsieur, ai-je dit. Merci. Il hocha la tête et se tourna vers Garrett. Capitaine Robert Garrett, dit Whitmore. Garrett se leva. Capitaine, la commission reconnaît que vous avez été confronté à une situation extraordinairement difficile. Monsieur Stone était votre second et vous aviez des motifs raisonnables de lui faire confiance. Cependant, en tant que capitaine, vous assumez la responsabilité ultime de tout ce qui se passe à bord de votre navire. La commission a déterminé que vous avez fait preuve d'un jugement approprié une fois que vous avez pris conscience des problèmes. Votre décision de mener une enquête et d'impliquer les autorités compétentes était correcte. Par conséquent, vous conserverez le commandement du MVA Atlantic Endeavour. Cependant, il y aura une mention dans votre dossier concernant cet incident. L'Endeavour subit actuellement des mises à niveau de système et un redéploiement d'équipage. La commission recommande que mademoiselle Jennifer Morrison soit promue premier officier et affectée en tant que votre seconde. Vous devriez recevoir de nouveaux ordres de voyage dans les 60 jours.
Merci, monsieur, dit Garrett. Puis Whitmore se tourna vers Jennifer. Mademoiselle Morrison, avec effet immédiat, vous êtes promu premier officier. Félicitations. Merci, monsieur, dit Jennifer, un léger sourire aux lèvres. Enfin, le regard de Whitmore se posa sur Claire. Mademoiselle Claire Holloway, dit-il. Claire se leva, ses mains tremblant légèrement. Cette commission estime que votre conduite tout au long de cette affaire est foncièrement inappropriée et constitue une grave violation de la politique de l'entreprise. Vous avez entretenu une relation inappropriée avec l'officier supérieur, ce qui a créé un environnement de travail hostile et compromis l'atmosphère professionnelle à bord du navire. De plus, bien que nous ne puissions prouver de manière définitive que vous étiez au courant du plan de M. Stone visant à nuire à votre mari, votre omission de signaler le sabotage ou d'avertir quiconque d'un danger potentiel soulève de sérieuses questions quant à votre jugement et votre intégrité. La commission a examiné l'intégralité de votre dossier d'emploi, y compris vos relevés de notes de l'académie. Nous avons confirmé que M. Stone, agissant en tant que votre conseiller, est intervenu de manière inappropriée pour vous aider à réussir un examen auquel vous aviez initialement échoué. Cela remet en question si vous auriez dû recevoir votre certification en premier lieu. Bien que vos performances techniques en tant qu'officier de navigation aient été adéquates, votre conduite personnelle a été inacceptable. Par conséquent, avec effet immédiat, votre emploi auprès de Meridian Shipping Lines est résilié pour motif légitime. Cette résiliation sera consignée dans votre dossier d'emploi permanent. De plus, la Commission recommande à la Commission des licences maritimes que votre brevet de marin de commerce soit suspendu en attendant un examen complet de votre dossier scolaire et de votre conduite. Le visage de Claire se froissa et les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Son avocat posa une main sur son épaule. De plus, poursuivit Whitmore, la Commission transmet nos conclusions au bureau du procureur des États-Unis pour examen d'accusations criminelles liées à votre connaissance et à votre défaut de signaler le sabotage et les intentions déclarées de M. Stone. Avez-vous quelque chose à dire, mademoiselle Holloway? Claire secoua la tête, incapable de parler. Très bien. Ces procédures sont conclues. Les conclusions écrites seront fournies à toutes les parties dans les 7 jours ouvrables. La séance est levée. Il frappa le marteau et nous nous sommes tous levés tandis que les membres de la commission quittaient la pièce. Alors que l'agent de sécurité commençait à raccompagner Claire, elle s'arrêta et me regarda. « Marc, dit-elle doucement, la voix brisée. »« Non, dis-je fermement. Nous n'avons rien à nous dire. »« S'il te plaît, je... »« Non, dis-je, c'est fini. Claire, tu as fait tes choix. Maintenant tu dois vivre avec. » Elle commença à pleurer plus fort tandis que l'agent de sécurité l'éloignait. Après son départ, Garrett se tourna vers moi. « Eh bien, cela s'est passé à peu près aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, dit-il. Et si on partait d'ici? Un verre me ferait du bien. Cela me semble parfait, monsieur, dis-je. Et arrêtez de m'appeler monsieur, dit-il avec un léger sourire. Nous ne sommes pas sur le navire. C'est Robert. D'accord, Robert, dis-je. Et félicitations pour la promotion, Marc, dit Jennifer en me serrant rapidement dans ses bras. Tu le mérites. Merci, Jennifer. Et félicitations à toi aussi. Tu feras une excellente première officière. Nous avons quitté le bâtiment et trouvé un bar voisin où nous avons passé les quelques heures suivantes à décompresser, parlant de tout sauf de ce qui venait de se passer. C'était bon d'être entouré de gens qui comprenaient ce que j'avais traversé, des gens qui m'avaient soutenu. 18 mois plus tard, je me tenais sur le pont du MV Discovery, un navire de recherche en route pour l'Arctique. J'avais un nouveau capitaine, un nouvel équipage et un nouveau départ. En regardant l'océan ouvert devant moi, j'ai réalisé que parfois les pires expériences mènent aux meilleures opportunités. Le passé était derrière moi, l'avenir s'ouvrait devant moi, plein de possibilités. J'étais prêt pour ce qui allait suivre.